Compte rendu numéro 1. 3 mars. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense et que je me rappelle et que tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important, pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils m'utiliseront pas, que Miss Kinyan dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je m'appelle Charlie Gordon et je travaille à la boulangerie d'honneur. Monsieur Donner me donne 11 $ par semaine et du pain ou des gâteaux si j'en veux. J'ai 32 ans et mon anniversaire est le mois prochain. J'ai dit au docteur Strauss et au professeur Nemur que je sais pas bien écrire, mais il dit que ça fait rien. Il dit que je dois écrire comme je parle et comme j'écris les compositions dans la classe de Miss Kinyan, au cours d'adultes attardés du collège Birkham, où je vais 3 fois par semaine à mes heures de liberté. Le docteur Strauss dit d'écrire beaucoup tout ce que je pense et tout ce qui m'arrive, mais je peux pas penser plus parce que j'ai plus rien à écrire et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Charlie Gordon. Il y a ceux qui commencent par le chocolat au lait. Ceux qui commencent par le chocolat blanc. À chacun son Kinder Duo. Une tablette au double chocolat, au lait et blanc. Kinder Duo, c'est unique, C'est de la merde. Quoique, la Cuichette y a été primée, donc c'est peut-être encore digne du concours Lépine. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de regarder cette vidéo. Alors, passer de je crois 23 à 188 abonnés en 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est fait. En fait, je n'étais pas prêt. Ma première réaction a été mais qu'est-ce qui se passe? Suivi par oh merde, quelqu'un a dû parler de moi. Et très vite, trop cool, Jenny a parlé de moi. Encore une fois, bienvenue tout le monde et merci. J'ai pris une pleine vague de bienveillance, pleine tronche, et franchement, ça fait du bien. Bon, tu t'en doutes, je ne vais pas te parler chevelu, parce que j'ai pas les armes, mais je vais bien te parler bouquin. Aujourd'hui, je te présente le livre Des fleurs pour Algernon, écrit par Daniel Keyes, qui est un roman de science-fiction américain sorti en 1966 aux États-Unis, puis en 1977 en France, aux éditions J'ai lu. Le roman est basé sur une nouvelle du même titre, écrite par le même auteur et publiée en avril 1956 dans le numéro 95 du magazine The Magazine of Fantasy and Science Fiction, nouvelle qui d'ailleurs a reçu le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte en 1960. Me concernant, j'ai une réédition de 2012 que J'ai lu a décidé d'appeler édition augmentée car elle ne contient pas que le roman. En tout, mon exemplaire fait environ 540 pages. Le roman est sur les 300 premières pages, suivi sur les 200 pages suivantes par un essai littéraire autobiographique de l'auteur intitulé Algernon, Charlie et moi, trajectoire d'un écrivain, et enfin la nouvelle originale qui fait environ 40 pages. Dans cette vidéo, je ne vais te parler que du roman. L'essai autobiographique est intéressant, mais hormis quelques conseils d'écriture, je n'en retire pas suffisamment de matière pour en faire une analyse très poussée. Quant à la nouvelle originale, elle est passionnante à lire et très bien écrite, il n'y a pas de souci là-dessus, mais finalement, après t'avoir parlé du roman, je n'aurai pas grand-chose d'autre à t'en dire. Pour te parler de la jeunesse de ce roman, le mieux c'est encore que je te cite un passage que l'auteur a placé dans les remerciements à la fin de son essai autobiographique. En fin de compte, Charlie Gordon et Algernon n'auraient jamais existé sans le garçon retardé en quête d'intelligence qui est venu me parler à la fin d'un cours et m'a déclaré « Monsieur Keyes, je veux être intelligent. » Bien qu'il demeure anonyme et qu'il ne puisse jamais avoir connaissance de la portée de ces mots, mes lecteurs et moi-même lui devons plus que nous ne pouvons l'exprimer. Daniel Keyes, le 31 octobre 1999.
Donc finalement, la source d'inspiration qui a donné naissance à la nouvelle, puis au roman, ce n'est rien d'autre qu'une rencontre au hasard. Rapidement, les personnages. Charlie Gordon, un jeune homme de 32 ans souffrant d'un retard mental. Si tu m'entends utiliser le mot « attardé », n'y vois rien de péjoratif, c'est simplement que dans ce roman, ce mot est utilisé à plusieurs reprises pour parler de Charlie ou des autres personnes qui souffrent d'un handicap mental. Miss Alice Kinyan. Elle est institutrice et s'occupe de la classe pour adultes spéciaux. Classe, d'ailleurs, à laquelle participe Charlie. Le professeur Nemur. Il est en charge d'une expérience, un traitement, entend par là une opération chirurgicale du cerveau, qui accroît les capacités intellectuelles de ses sujets. Opération dont va d'ailleurs profiter Charlie. Dans ce roman, son objectif principal est d'ailleurs de briller aux yeux de la communauté scientifique en lui présentant Charlie. Le docteur Strauss. Il s'agit de l'associé du professeur Nemur. Il est neurochirurgien et psychiatre. Et Algernon alors, c'est qui? Eh bien, c'est une souris de laboratoire et il s'agit du tout premier être vivant au monde qui a bénéficié de cette opération qui rend intelligent. Charlie Gordon est un homme de 32 ans souffrant d'un retard mental et il s'apprête à subir une expérience scientifique, une opération, pour le rendre intelligent. Il va donc recevoir ce qui lui a toujours manqué pour s'intégrer dans la société. Il a été présenté au professeur Nemur et au docteur Strauss par Miss Kinyan, l'institutrice en charge de la classe pour adultes spéciaux au collège Beichmann. Et il a été choisi car Charlie présente une qualité que tous n'ont pas. Il persévère et s'obstine sans aucune démotivation jusqu'à réussir et parce qu'il a envie de faire plaisir. Ainsi, Charlie est l'un des seuls de sa classe à savoir écrire. Très mal, avec plein de fautes d'orthographe et une ponctuation inexistante, mais il sait écrire. Alors on l'opère. Dans un premier temps, les résultats se font attendre. Il n'arrive pas à résoudre un labyrinthe pourtant simple, plus vite qu'Algernon, une souris de laboratoire qui a eu la même opération. Mais il persévère et battre Algernon devient son seul objectif. Le jour où il y arrive, évidemment, il est très heureux et les résultats tant attendus commencent à montrer le bout de leur nez. L'intelligence qui lui a toujours manqué commence à se manifester. Mais alors qu'elle arrive, elle devient aussi par certains points un fardeau que Charlie ne sait pas gérer. Lorsqu'il devient suffisamment futé pour commencer à comprendre le monde dans lequel il est, les premiers sentiments nouveaux pour lui qu'il ressent sont la honte et la colère. La honte, lorsque les souvenirs de ce qu'il a accepté de faire quand il était encore attardé remontent. Et la colère, lorsqu'il se rend compte que ses collègues de travail ne rient pas parce qu'ils l'aiment bien ou parce qu'ils sont ses amis, mais parce qu'ils se foutent de sa gueule. Il est leur faire-valoir. Le temps passe et l'intelligence de Charlie croît de façon exponentielle. Les résultats dépassent toutes les espérances, à tel point qu'il finit par dépasser le professeur Nemur et le docteur Strauss. On dit au revoir au Charlie joyeux et toujours de bonne humeur, et bonjour au Charlie arrogant, dédaigneux et hautain. Alors qu'il accompagne Nemur et Strauss à une convention scientifique devant laquelle il doit être présenté et dont il est le clou du spectacle, il se rend compte que ces hommes qui pour lui sont des puits de science, ceux qui ont toutes les connaissances, eh bien en fait ils ne savent pas tout. Ceux qu'il a pris pour des génies n'étaient en fait que des hommes qui se faisaient passer pour géants en marchant sur des échasses. Lors de cette même conférence scientifique, les deux hommes ne le présentent pas comme un être humain, mais comme une expérience scientifique. Pourtant, lui, il en est persuadé, il était déjà quelqu'un avant l'opération. Alors il prend la fuite avec le seul être au monde capable de le comprendre, Algernon, la souris. Il trouve un appartement à New York et fait la connaissance de sa nouvelle voisine, Faye, avec laquelle il découvre pour la première fois les plaisirs sexuels. Mais il n'y a qu'une seule personne que Charlie associe à ce nouveau sentiment qu'il découvre qu'est l'amour, et c'est Miss Kinyan, l'institutrice. Problème, à chaque fois que les deux se rapprochent et que les choses un peu plus charnelles débutent, Charlie ne peut plus se contrôler. Il pique une crise et pleure comme un enfant. Est-ce que le Charlie attardé a vraiment disparu? Et s'il est encore là, alors le Charlie intelligent ne lui a pas que volé sa vie, il lui a aussi volé son existence.
Est-il finalement une personne ou n'est-il que le résultat d'une expérience? Et dans le même temps, Algernon, dont il s'occupe depuis qu'ils ont pris la fuite, commence à avoir un comportement bizarre et même à régresser. Est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est définitif? Est-ce que ça va aussi arriver à Charlie? Et si ça lui arrive, que faire du temps qu'il lui reste? C'est un véritable coup de cœur. C'est brillant, c'est bien écrit, et en plus le mot tombe bien, c'est terriblement intelligent. L'histoire dans son ensemble m'a très sincèrement touché. Réussir à te raconter quelque chose d'aussi riche en 300 pages, évidemment pas de longueur à déplorer, c'est un tour de force. Évidemment, dans ce roman, il est question d'handicap mental, et durant ma lecture, j'étais surtout pris sous un fort sentiment d'humilité. D'humilité face à la question « Quel est mon rapport avec le handicap mental ?» Alors, je t'arrête tout de suite, je n'ai pas de problème avec ça, et évidemment, déshumaniser ou me moquer d'un handicapé mental, je n'ai jamais fait et je ne ferai jamais. Mais je reconnais que je n'ai pas à faire dans ma vie professionnelle ou personnelle, enfin dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas affaire au handicap mental. J'ai déjà parlé et passé du temps avec des handicapés mentaux, mais ça reste quelque chose de très épisodique dans ma vie. Ne me le reproche pas, hein. Je ne les fuis pas, juste c'est comme ça. Mais est-ce que je pourrais te certifier que je n'ai pas eu une attitude ou une parole, involontaire évidemment, qui ait pu heurter la personne? Eh bien non, je ne peux pas te le certifier. Et si j'en rencontrais une demain, eh bien je ne peux pas te certifier non plus que je ne commettrai aucune erreur. La seule chose que je peux te certifier, c'est que dans tous les cas, je fais de mon mieux. Tout ça, c'est quelque chose que je savais déjà, simplement ce livre l'a remis au premier plan. Mais attention, le bouquin ne donne aucune clé ni aucun conseil. Ce n'est pas là son but. En fait, il y a des questions où il faut savoir dire « je ne sais pas », être humble et fermer sa gueule. Et si toi, tu as affaire au handicap mental souvent, parce que ton travail, parce que ta famille, tes proches, parce que j'en sais rien, bon courage à toi, mais tu ne me feras pas croire que tu fais toujours tout bien. Je crois qu'on est tous égaux, on fait de notre mieux. Et si malgré tout tu es persuadé de faire toujours tout bien, eh bien, qu'est-ce que tu dois être casse-couille? Ensuite, dans ce roman, il y a également une critique de la déshumanisation qu'engendre la science et le savoir. Ça, c'est les personnages de Nemur et Strauss. Mais surtout Nemur. Des fois, il sort des phrases et des réflexions, mais t'as juste envie de le baffer, quoi. J'ai parfois eu le sentiment que s'il avait pu garder Charlie dans une cage au laboratoire comme il le fait avec Algernon, eh bien, il s'en serait pas privé. Ce roman est composé d'une succession de comptes rendus écrits par Charlie lui-même, donc il est construit comme un journal intime. C'est très immersif, car le narrateur s'exprime à la première personne, et tu as l'impression qu'il te parle à toi directement. Ensuite, les 50 premières pages sont bourrées de fautes d'orthographe. Donc toi aussi, tu constates les progrès de Charlie, quand les fautes d'orthographe commencent à disparaître. Puis la ponctuation, qui était alors jusque-là totalement absente, fait son apparition. Dans un premier temps, elle est utilisée n'importe comment. Puis finalement, elle est utilisée correctement à mesure que Charlie comprend à quoi elle sert. Au final, les progrès dont il est question tout au long du récit, eh bien, tu les constates en même temps. Puis le vocabulaire et le niveau de langage commencent à s'élever jusqu'à devenir presque soutenus. Mais ça reste très lisible. Donc ce ressenti d'arrogance dont il est question dans l'histoire, eh bien toi aussi, tu le vois. Si tu veux savoir pourquoi le livre s'appelle « Des fleurs pour Algernon », eh bien, il te faudra lire jusqu'au dernier mot de la dernière phrase du dernier paragraphe du roman. Et d'ailleurs, la fin, c'est un petit bijou. Avant de passer à la conclusion, je vais juste te parler des adaptations. Ce roman a été adapté 1 fois pour le cinéma et 5 fois pour la télévision. J'ai regardé le film pour le cinéma qui est sorti en 1968 sous le titre Charlie. Le rôle de Charlie Gordon est tenu par Cliff Robertson, qui n'est autre que l'acteur qui joue également l'oncle Ben. Alors pas celui qui fait du riz, hein, celui qui pense qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, 35 ans séparent ces 2 photos. Je craignais l'interprétation du handicap mental parce que c'est un vrai numéro d'équilibriste. Soit tu réussis, soit tu te casses la gueule. Trop, ce serait raté, et pas assez, ce serait raté aussi.
Et là, c'est juste ce qu'il faut. D'ailleurs, la prestation a été récompensée puisque lors de la 41e cérémonie des Oscars de 1969, Cliff Robertson a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Charlie. And the winner is... The winner is Cliff Robertson in Charlie. Mais Cliff Robertson n'était pas présent pour récupérer son prix puisqu'il tournait trop tard pour les héros aux Philippines. Voilà, bon, je sais pas trop ce que tu peux faire de cette info. Est-ce que je peux te conseiller Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes? Oui, sans souci. Mais attention, Des fleurs pour Algernon est un roman qui met les sentiments en avant. Étant donné que tu n'as le point de vue que d'un seul personnage et que on ne te donne que ses ressentis à lui, ce roman fonctionne sur l'empathie. Toutes les actions et les réflexions du personnage, tu les comprends parce que tu as traversé avec lui les émotions et les phases de son développement. Et même quand il apparaît arrogant, eh bien, du coup, tu comprends pourquoi. Donc, si de manière générale, les histoires qui s'appuient sur l'empathie du lecteur, c'est pas ton truc, et je ne te le reproche pas, je ne juge pas, je peux comprendre, eh bien, peut-être que tu n'apprécieras pas Des fleurs pour Algernon. Mais sinon, oui, je le conseille sans souci. Voilà, j'en ai terminé, c'était pas rien. N'hésite pas à partager ton avis sur tout ça, ou ton avis sur le livre si tu l'as lu, ou encore ton avis sur la cuchette si tu fais partie des blaireaux qui ont acheté cette merde dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée. Bye!